Bienvenue à cette soirée où nous allons parler de l'élevage des ormeaux en mer et en bassin, selon une technique d'élevage qui n'est pas si simple que ça et qui a nécessité de longues années d'études et de recherches menées notamment par monsieur Sylvain Huchette, qui est le dernier arrivé, là, qui s'est assis au bord et qui est donc un peu à l'initiative de cet élevage des ormeaux en Bretagne, on va dire comme ça, puisqu'il est titulaire d'un doctorat de biologie marine. Et donc il s'est intéressé évidemment aux ormeaux, il va nous en parler. Il a créé donc l'entreprise France Haliotis à Plouguerneau. Il est également président de l'association des producteurs d'ormeaux en Bretagne. Et donc il va nous présenter un peu ses recherches, sa démarche et puis la production aujourd'hui. Et puis ensuite, de l'autre côté de la table, vous avez Erwan Tonnerre, qui lui est directeur de Groix Haliotis, que vous connaissez sans doute, et qui lui vous présentera la technique d'élevage en circuit fermé, cette fois-ci à terre, toujours élevage d'ormeaux. Et puis au milieu, vous avez Morgane Delec, qui est technicienne aquacole à Agrocampus Ouest, et qui, elle, a travaillé avec les deux personnes qui l'entourent sur justement la mise en œuvre de ces techniques d'élevage d'ormeaux. Voilà, donc dans un premier temps, alors toutes leurs productions sont certifiées agriculture biologique. Ah, pour le moment seulement France Haliotis, mais. Ah bon, mais c'est une démarche, il y a une démarche aussi à part aussi. Ouais. Agriculture biologique. Et donc vous pourrez goûter un petit peu. C'est pour ça que je suis en retard. Voilà, ils ont amené le matériel, on a de quoi faire une petite dégustation à l'issue de la conférence. Alors, donc, un premier temps, à peu près 3/4 d'heure de présentation, et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Il y aura un échange aussi de 3/4 d'heure, à peu près, et puis après, on dégustera. Voilà, à vous la parole. Ça marche. Pour passer les diapos, je peux utiliser ça ou je vais me lever de toute façon. Et alors, c'est très logique, c'est down. D'accord, très bien. Alors, ça marche. Oui, ça va aller. Alors bonsoir à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, on va essayer de vous expliquer un petit peu nos métiers, un peu innovants. Et puis, en même temps, vous verrez pas forcément si innovants que ça. Donc, il y a de tout dans l'élevage d'ormeaux. Mais disons qu'on fait appel à des techniques qui sont très, très anciennes et des techniques beaucoup plus nouvelles. Donc on essaie de rassembler les deux et puis de faire quelque chose qui fonctionne. Alors, pour rectifier un petit peu ce que Mme Petit a dit, c'est vrai qu'on est un petit peu pionnier en Bretagne sur l'élevage des ormeaux, mais il faut se dire que l'élevage d'ormeaux, ça fait très longtemps que les gens travaillent sur des personnes travaillent sur la mise au point de cet élevage. Alors, il faut citer les travaux de l'Ifremer, anciennement l'Ifremer, le Snexo, dans les années 70-80, où il y a eu tout un travail de fait sur les ormeaux, notamment avec l'écloserie d'ormeaux à Argenton, qui est donc dans le Finistère Nord. Et il y a aussi eu, et il y a toujours aussi un travail de fond qui est mené en Normandie par le SMEL, où là, il y a différents élevages qui ont été montés par le passé. Bon, ils ont tous fermé par la suite. Alors, on pourra discuter de tout ça. Est-ce que c'était un problème de modèle ou est-ce que c'était un problème de maturité? On va pouvoir parler de tout ça. Alors, pour parler un petit peu de France Haliotis et puis de l'initiative que j'ai prise, donc c'était en 2004, je revenais d'une thèse, d'un doctorat que j'ai fait en Australie, à l'université de Melbourne, sur les ormeaux. Je travaillais là-bas essentiellement sur des problèmes d'écologie des populations d'ormeaux pour essayer de gérer les stocks pêchés par les pêcheurs professionnels. Donc on se posait des questions essentiellement tournées vers les problèmes de densité. Quand on pêche, on réduit les densités, ça pose plein de problèmes de régulation dans les stocks. Mais ces études, ces recherches
m'ont amené à faire des découvertes sur la biologie de l'ormeau, qui m'ont décidé, qui ont un peu agi comme déclencheur après. À mon retour en France, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il faut faire quelque chose pour les ormeaux. Et avec les connaissances que j'ai eues, j'ai monté cette entreprise grâce au soutien de plein de personnes que je ne peux pas forcément nommer, la liste est trop longue, mais c'est un travail d'équipe et bon, c'est un petit peu ce résultat du travail d'équipe que je vais vous présenter. Et puis dans l'équipe, je mets aussi les travaux que Erwan peut faire de son côté, et puis Morgane dans son travail de tous les jours, à côtoyer des jeunes et des moins jeunes en aquaculture. Ça ouvre les yeux sur cette nouvelle technique d'élevage et c'est très positif. Et puis on avance ensemble. Alors, l'élevage a été créé en 2004. Alors, je vais pouvoir continuer maintenant. Je fais un raccourci tout de suite. Je vous explique ce qui est devenu l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, France Aliotis, c'est une équipe qui embauche et qui fait travailler 6 personnes et demie à temps plein. Enfin, 6 personnes à temps plein et une demi-personne. Donc, grosso modo, l'équipe se décompose comme suit. Donc, il y a moi en tant que gérant, mais je suis aussi l'écloseur, donc je m'occupe de tout ce qui est reproduction sur l'élevage. Et je transmets les larves à une employée qui est en nurserie, qui prépare la nurserie, qui va les garder à terre pendant 1 an. Il faut savoir qu'un ormeau, c'est microscopique quand ça naît. Et donc, il faut que ça passe 1 an à terre avant de pouvoir être transféré quelque part pour la suite. Ensuite, aujourd'hui, on a un élevage en mer. L'élevage en mer, il occupe 3 employés à temps plein. C'est du ramassage d'algues et du nourrissage des ormeaux. Il faut savoir que les ormeaux mangent des algues, mais ça, on y revient dans un instant. Et puis après, c'est du travail sur la commercialisation. Aujourd'hui, France Aliotis, c'est la plus grande écloserie en Europe. On est fournisseur de naissins pour des élevages qui sont non seulement en France, comme Erwan, mais des élevages qui sont en Espagne ou en Irlande. Depuis l'année dernière, on est certifié en agriculture biologique. Ça fait partie d'une démarche qu'on a entamée depuis le démarrage, c'est-à-dire on essaie de s'intégrer dans une démarche de développement durable la certification en agriculture biologique n'est devenue possible qu'il y a quelques années suite à un changement de réglementation au niveau européen. Cette année, on va produire entre 7 et 8 tonnes d'ormeaux. C'est beaucoup et peu à la fois. Des ostréiculteurs vont produire des centaines de tonnes, ou au moins des dizaines et des dizaines de tonnes. Nous, on va se limiter à un tonnage qui est très modique finalement. Pour faire ce travail-là, il me faut quand même plus de 6 personnes. Et on produit environ 2 millions de naissins. On pourrait produire plus de naissins, mais bon, aujourd'hui, en Europe, il y a très peu d'élevage. Donc, il n'y a pas besoin de plus de naissins que ça. Il faut savoir que sur les 2 millions, il en faut à peu près 500 000 pour... non, qu'est-ce que je raconte? Il en faut à peu près 200 000 pour produire ce tonnage-là. Le reste du naissin part sur les autres élevages. Alors, pour vous situer l'élevage, on est donc dans le Nord Finistère, dans les abers. Donc là, vous avez l'Abervrac. Et puis, l'élevage se trouve vraiment sur le nord de l'Abervrac, avec l'élevage en mer qui est à la pointe, juste à la sortie de l'Aber, et dans une zone qui est juste au large de la presqu'île Sainte-Marguerite, des dunes Sainte-Marguerite, pour ceux qui connaissent. Alors, on élève, dans nos élevages en France, on élève exclusivement l'ormeau européen. C'est-à-dire que c'est l'ormeau qu'on trouve ici au large de la Bretagne. Aujourd'hui, moi je me limite à cette espèce-là. Il faut savoir qu'en Europe, il y a une autre espèce qui a été importée par les Irlandais notamment à l'origine. Et ils élèvent également l'ormeau asiatique, qui est l'ormeau chinois ou japonais, selon les origines.
Mais bon, nous, on a choisi de rester sur le produit local breton. L'ormeau, je ne sais pas si je m'adresse à un public connaisseur ou pas, donc je vais refaire les bases un petit peu de l'ormeau, la biologie, puis une description un petit peu de l'animal. Donc comme on le voyait sur la diapo précédente, en fait c'est un gastéropode qui a la particularité d'avoir une coquille qui est enroulée comme les autres gastéropodes, mais cette coquille est enroulée à plat. Hein, l'animal ne peut pas se retirer entièrement dans sa coquille et se protéger du milieu extérieur. Il est obligé d'être attaché à un substrat. Alors là, vous avez la vitre d'un aquarium et il a un pied très fort qui va lui permettre qui va servir de ventouse et qui va empêcher l'arrachement de l'animal du rocher. Alors, l'ormeau est un brouteur, donc il a une langue sous forme de râpe, qu'on appelle une radula. Elle est planquée dans sa bouche, mais on la voit apparaître sur une vitre d'aquarium, on la voit facilement apparaître parce qu'il va, il va la faire sortir pour râper ce qu'il va par exemple pousser sur la vitre, mais aussi sur les algues qu'il va trouver sur son chemin. Vous avez les antennes, hein, comme l'escargot. Et puis, il est bardé de plein de petites palpes et tentacules tout le tour du pied. Ce sont des organes qui lui servent à détecter sa nourriture, mais aussi à s'orienter dans l'espace. Alors, on a peu d'infos. Il y a beaucoup de sortes de palpes. Il n'y en a pas qu'une seule sorte, il y en a vraiment beaucoup. Et on n'a pas d'infos sur comment fonctionne chaque épipode, par exemple. Est-ce que c'est du chémotactisme, est-ce que c'est de la détection de prédateurs, tout ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. On a, alors, c'est pas très clair là de ce côté-là parce que vous avez deux yeux au niveau de la tête, il y a deux petites cornes avec les yeux. Alors je ne sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas grand-chose. Peut-être qu'en éteignant la lumière, on arrivera à voir un peu mieux, mais je pense qu'avec le soleil, c'est un petit peu... Ah si, c'est mieux déjà. Donc on a deux petites cornes avec les yeux, ce qui fait que bon, c'est un animal qui a deux yeux, qui a un regard, et tout de suite on a une autre impression. Quand on voit le regard d'un animal, bon, c'est pas comme une huître, c'est déjà un animal qui va bouger beaucoup plus et sur lequel on va pas s'identifier, mais on va au moins voilà, trouver un point commun. Le pied très musculeux est attaché à la coquille par ce qu'on appelle une colonne musculaire qui est circulaire. Et l'organe sexuel de l'ormeau va entourer ce pied et va se trouver caché dans la coquille, et bien protégé par la coquille. C'est aussi à cet endroit-là qu'on va trouver le cœur de l'ormeau et puis les branchies. Voilà. Alors ça, c'est une description rapide de l'anatomie de l'ormeau. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est retracer le cycle de vie de l'ormeau et puis de le mettre en parallèle avec le cycle de production. Hein, chaque élément de vie de l'ormeau va impliquer des techniques d'élevage, et donc je vais essayer de vous expliquer comment ça va fonctionner. Alors dans un premier temps, l'élevage à Fransaliotis mais ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever des géniteurs dans le milieu naturel. Donc c'est ce qu'on a fait il y a 9 ans, c'est ce qu'on continue à faire parce qu'on cherche toujours à importer de la génétique, de la variabilité génétique dans les élevages. On ne fait pas de sélection génétique dirigée aujourd'hui de manière appuyée parce qu'on n'a pas les connaissances suffisantes pour le faire. Donc les géniteurs, ce sont des animaux sauvages qui seront pêchés par des pêcheurs professionnels dans le Finistère Nord, en ce qui me concerne. Mais il faut savoir que la pêche professionnelle des ormeaux est autorisée sur l'ensemble du littoral nord de la Bretagne. Et aujourd'hui, on commence à avoir la même activité, c'est au Glénan, je crois, hein, qui commence à...
voilà, qui commence à démarrer. Faut savoir qu'il y a des différences assez importantes entre le nord et le sud. Dans le nord, les animaux vont être plus gros et vont grandir plus vite. Dans le sud, vous avez des animaux qui vont rester beaucoup plus petits. Donc la pêche professionnelle, les pêcheurs professionnels ont le droit de pêcher ces animaux, mais ils doivent les pêcher à partir de 9 cm uniquement. Et ici, dans le sud Finistère, ben, c'est moins fréquent aussi d'avoir des animaux aussi gros. Donc la pêche est beaucoup plus restreinte et contrôlée. Alors les animaux sauvages vont être vont être préparés à la reproduction. Donc ce que j'appelle le conditionnement des reproducteurs ou des géniteurs. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va contrôler les conditions environnementales, la température, la qualité de l'eau. On va contrôler la photopériode. La maturation sexuelle, elle se fait pendant le printemps. Donc on va mimer toutes les conditions optimales printanières pour amener les géniteurs dans une situation de maturité qui va nous permettre de provoquer la ponte et de récupérer les gamètes. Alors les gamètes, la reproduction va... En fait, une fois que les reproducteurs sont matures, on va provoquer cette reproduction par un choc thermique. En gros, le choc thermique nous permet de synchroniser les mâles et les femelles. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ne sont pas hermaphrodites. D'accord, ils ont vraiment des sexes séparés. Et donc, en donnant le choc thermique, on synchronise le relâché de sperme et d'ovocytes. Alors, les ovocytes, à l'éjection, font 200 microns de diamètre environ. Donc, on va les récupérer. Un géniteur qui fait 9 cm, vous voyez, c'est déjà un beau géniteur ici qui doit faire au moins c'est 200 voire 250 grammes. Un géniteur de ce type-là va nous donner à peu près 5 millions d'œufs. Hein, donc c'est très fécond. Et plus c'est gros, et plus c'est gros, plus on aura d'ovocytes. Mais les ovocytes font toujours la même taille, et donc éjection des ovocytes à 200 microns. Et si vous regardez ce développement larvaire, parce que c'est un développement larvaire ici, le cycle larvaire est très court, mais la larve ne grandit pas. D'accord? Alors, c'est un peu trompeur, parce que là, on a zoomé sur la larve, mais en gros, en termes de taille, elle n'est pas plus grosse que l'ovocyte qui est ici. On est toujours à 200 microns. La larve de l'ormeau ne se nourrit pas pendant ce cycle de production, enfin ce cycle larvaire, et se développe très vite. Entre ce moment-là et ce moment-là, on a 4 jours. Hein, on a une éclosion qui va avoir lieu à ce stade-là, il y a 20 heures entre la fécondation et l'éclosion. Et donc après, on a 3 jours de développement jusqu'à une larve qui va ressembler complètement à un escargot, un gastéropode terrestre. Et à ce moment-là, l'ormeau est capable de se cacher, de se rétracter complètement et de fermer, de se rétracter dans sa coquille et de fermer cette coquille. Il a même une opercule, hein, comme les bigorneaux, pour fermer la boîte. Donc ça lui permet de se protéger de toutes les agressions du milieu. Et donc ça les rend un petit peu moins fragiles. Il faut savoir qu'on est vraiment sur 200 microns, c'est extrêmement fragile. La première coquille apparaît à ce niveau-là, ici. Alors c'est une coquille qui... Alors là-dessus, on est en train de travailler avec une équipe du Muséum d'histoire naturelle. La première coquille, c'est une matrice protéique qui va servir de base pour la calcification. Et donc on va avoir une cristallisation de la coquille qui va démarrer très tôt après l'éclosion, et on aura une coquille déjà calcifiée juste avant la métamorphose. Donc voilà. Donc si je continue...
L'élevage larvaire, alors on voit, ça défile tout seul. L'élevage larvaire, les larves vont rester dans des bassins en eau en circuit ouvert, une eau très propre, donc traitée, filtrée plusieurs fois à 1 micron, elle est très transparente. Et là, il y a tellement de larves dans le bassin qu'on voit un nuage de larves. Les larves, en nageant, vont créer des micro-courants et puis vont s'assembler, puis on va avoir l'impression qu'ils nagent en colonne. Voilà. Donc si je continue, voilà une larve qui a donc des cils pour nager, et puis déjà, je vais trop vite, alors attendez, je vais revenir en arrière. Donc des cils pour nager, et en gros, ce qui se passe, c'est qu'une fois l'éclosion arrivée, elle va nager vers la surface. Dans le milieu naturel, l'objectif de cette démarche, c'est de se disperser pour ne pas se retrouver au même endroit que les parents, finalement, pour que les populations déjà colonisent d'autres récifs, mais également bénéficient de nourriture abondante en choisissant. Alors, les larves vont choisir l'endroit où elles vont se fixer. Hein, ça, c'est un truc. L'écloseur que je suis le sait bien. Si elle ne veut pas se fixer là où on lui dit là où on voudrait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne lui plaît pas dans l'environnement, et donc il faut rectifier. Je ne vous perds pas, hein, j'espère que je ne vous perds pas. J'essaie de suivre le fil de la présentation, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, ce qu'on va faire dans le milieu naturel, la larve va chercher un substrat pour se fixer et pour se métamorphoser en ormeaux, un substrat qui lui permette de se nourrir et de pallier ses besoins nutritionnels. Donc dans le milieu naturel, alors, on sait par des travaux scientifiques que les larves vont rechercher les algues corallières. Alors, les algues corallières, c'est ces algues en croûtante rose que vous voyez sur les rochers à marée basse. Et ces algues en croûtante rose vont attirer les larves, et les larves vont venir sur ces rochers couverts d'algues et se métamorphoser. Ça correspond à un milieu idéal pour elles parce qu'elles vont y trouver des microalgues qui sont suffisamment petites pour qu'elles puissent les absorber. Il faut savoir que quand on fait 200 microns, la bouche de l'animal est tout petite, elle est toute petite. Donc il faut des algues qui fassent environ 10 microns de taille pour être absorbées. En écloserie, en nurserie, ces algues, on va pas utiliser les algues corallières roses parce que c'est des techniques trop compliquées, en tout cas pas assez efficaces pour cultiver. Enfin, ces algues roses vont mettre très longtemps à se développer. Donc on va plutôt utiliser des algues encroûtantes vertes qui vont avoir une capacité de propagation beaucoup plus importante. Et on va beaucoup plus facilement maîtriser la qualité de ces algues. Et donc on a des bassins de nurserie qui sont ouverts à l'extérieur. On va utiliser la lumière naturelle du soleil pour chauffer l'eau, mais aussi pour faire pousser les algues. Et donc on utilise dans les bassins, on va démultiplier la surface de substrat pour avoir le maximum de nourriture pour les animaux. Donc vous voyez, Marie-Vonne qui est en charge de la nurserie à France-Haliotis, va entretenir ces cultures d'algues déjà en les inoculant au départ avec des spores d'algues vertes. Et puis, elle va gérer de manière à ce que chaque partie du bassin reçoive, ou en tout cas ait une présence de cette algue assez homogène. Et donc, il y a tout un travail d'entretien. On va travailler sur la lumière, on va travailler sur la chaleur, l'apport de nutriments par l'eau, etc. Au bout d'un an, un an, un petit peu moins d'un an, on va obtenir des juvéniles d'ormeaux qui font 1 cm environ. Donc à ce stade-là, les juvéniles qu'on va avoir, on va les sortir des bassins de nurserie
et puis les transférer soit dans notre élevage en mer, dans des cages, donc enfin, à partir de cette taille-là, on peut avoir un maillage suffisamment fin pour maintenir les ormeaux à l'intérieur des cages, ou alors on va les transférer dans d'autres élevages, où là, ben, soit ça va être un élevage en bassin, soit ça sera des élevages en mer. On a différentes formules. Alors, il faut savoir, quand on sort du naissin d'un bassin, il y en a forcément énormément. Alors, je reviens en arrière encore. Il y en a forcément énormément. Un bassin de nurserie, c'est environ 20 à 30 000 bébés. Et ben, ça représente, voilà, sur une table de tri, on va avoir tous ces animaux qui vont être disposés. Puis on va essayer de les trier, de les nettoyer, enlever les coquilles vides. Vous voyez, on a toujours des mortalités à ce moment-là. Et ben, ces animaux, on en produit environ, là l'année dernière on en a sorti 1,5 million. Alors il faut savoir qu'entre la naissance et ce moment-là, on est déjà à 95% de mortalité. Sachant que 90% de cette mortalité est arrivée dans la première semaine. Hein, mais bon, c'est le jeu de travailler avec des animaux qui sont aussi fragiles, et puis à la limite aussi facétieux, parce qu'ils ne vont pas forcément faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Et puis ben, nos techniques, elles sont ce qu'elles sont, il faut qu'on les améliore. Et bon, il faut savoir que bon, 95% de mortalité, enfin 5% de survie, ça reste complètement raisonnable sur l'ensemble d'une activité de conchiliculture. Hein, dans les écloseries d'huîtres, on va être sur les mêmes taux de mortalité. Il faut savoir que les mortalités arrivent très souvent, très tôt dans l'élevage, parce que les animaux sont extrêmement fragiles. Alors heureusement que nos ormeaux sont très féconds, parce que sinon on n'y arriverait pas. On ne s'en sortirait pas. Donc une saison de reproduction pour moi, hein, pour produire mes 2 millions de naissins, une saison de reproduction, ça va être environ 50 millions d'ovocytes, de produits, de fécondés, et puis que je vais amener jusqu'à la nurserie. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça ne représente pas grand-chose en quantité. Alors maintenant, je vais vous parler, je vais continuer le fil de mon cycle de production. Je vous emmène en pleine mer. Là où nous, on a choisi d'élever et de continuer le cycle d'élevage. Alors, on élève nos ormeaux à l'entrée de la Berverac, au pied d'une île qui s'appelle l'île de la Croix, qui est représentée là. Et voilà ce que vous voyez quand on n'est pas là. En fait, on a choisi de développer un système où les cages sont posées sur le fond. Et tout le système d'amarrage correspond à ces bouées que vous voyez, qui servent d'éléments de tension puis de repérage pour la navigation. Les cages, on va les entretenir, les nourrir avec un navire conchilicole qui a été, aujourd'hui, c'est tout nouveau, hein, ça fait 1 an qu'on a ce navire, mais ce navire a été conçu spécialement pour nous. Les cages qui sont posées sur le fond, on va les lever à l'aide d'un treuil et d'une grue sur le pont du bateau. On va ouvrir les cages et puis c'est à ce moment-là qu'on va amener les algues dont les ormeaux vont se nourrir. Alors, la cage que vous avez vue suspendue à la grue, quand on l'ouvre, vous allez trouver un habitat. L'ormeau a besoin d'un habitat. Alors c'est un animal qui est essentiellement nocturne. Donc pendant la journée, et puis c'est la plupart du temps, c'est ce que chacun de nous va connaître de l'ormeau. L'ormeau est immobile sous son rocher ou dans l'habitat qu'on va lui donner. Donc nous, on a choisi d'utiliser des coupelles. Alors vous connaissez peut-être ces coupelles qui servent à l'ostréiculture pour le captage du naissin d'huîtres. En fait, on n'a rien trouvé de mieux
pour reproduire les anfractuosités des rochers. C'est plein de petites cachettes, et là l'ormeau se plaît pas mal. Donc dans ces coupelles, on va retrouver nos ormeaux qui vont se planquer. On sait maintenant aussi que l'ormeau a un comportement bien particulier, et il retourne toujours à peu près au même endroit pour s'abriter. Donc il va se nourrir pendant la nuit, il va sortir, il va voyager, il va pas mal bouger. Moi, je ne le vois pas trop parce que dans mes cages, j'y suis pas la nuit. Dans les bassins, je pense qu'Erwan doit le voir énormément. C'est hyper actif. Donc dans les cages, nous, on tapisse les parois des cages avec cet habitat noir. Et puis le reste du bac, puisque c'est des grands bacs, le reste du bac reste complètement vide et disponible pour y mettre les algues. Donc les algues, c'est des algues qu'on va cueillir sur l'estran à marée basse. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on a remis des choses assez vieilles au goût du jour, on est des goémoniers comme autrefois. On va cueillir des algues à marée basse pour pouvoir ensuite les donner aux ormeaux. Les ormeaux ne mangent pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ont des préférences alimentaires. Si on leur donne du fucus, donc le goémon qu'on trouve sur le haut de l'estran, c'est même pas la peine, il ne va même pas y toucher. Si vous lui donnez le choix entre une algue verte du type, une algue filamenteuse verte par exemple, et puis cette algue rouge là, il va préférer l'algue verte. On ne sait pas encore bien ce qui provoque, enfin, ce qui conduit à faire ces choix alimentaires, mais on sait que par exemple il y a des problèmes de texture, c'est un peu comme nous, hein. Nous on aimerait bien, on a des préférences alimentaires, mais l'ormeau va avoir ces mêmes préférences alimentaires, et c'est pas forcément ce qui va le faire pousser le plus vite qui va l'intéresser le plus. Donc pour nous, on ne choisit pas forcément l'algue qu'il va préférer, on va essayer de trouver l'algue qui va le faire pousser plus vite. Et dans notre cas, c'est cette algue rouge qui est la plus efficace pour la croissance. Alors on a d'autres algues, on peut lui donner des laminaires, on peut lui donner des algues vertes, des algues rouges. Tout ça, c'est une affaire de choix, de saison, de disponibilité dans l'environnement. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un photographe qui est venu sur les concessions au mois de juillet. Il faisait super beau, c'était magnifique. Et voilà ce qu'il a trouvé sur le fond. Alors c'est une cage, mais les cages, il faut savoir qu'une fois qu'elles ont été immergées pendant 1 an ou 6 mois, la nature reprend ses droits, hein, donc il y a plein de choses qui viennent pousser dessus, et la croissance des algues est extrêmement rapide. Donc une algue brune qui vient s'installer sur la cage, elle va faire jusqu'à 2-3 mètres de long, et entre deux nourrissages, on va récupérer des cages qui sont camouflées comme ça. Alors c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des récifs artificiels. Voilà. Et puis bon, vous allez voir, il y a plein de choses qui viennent vivre autour. Là, c'est une cage qui est dans... Alors on a une concession qui s'étend dans une zone, qui commence dans une zone d'herbier, puis qui descend sur des zones de sable. Et dans une zone d'herbier, voilà, je trouvais ça joli, donc je l'ai mise. Alors, du coup, comme ce sont des récifs artificiels, les ormeaux ont plein de compagnons de vie, finalement, dans la mer. Et puis, certains de ces animaux, nous, on va les inciter à rester autour ou dans les cages pour, par exemple, on utilise ces petits poissons pour manger les concurrents des ormeaux. Les petits crustacés qui viennent brouter les algues, ils se font manger par les chabots. C'est très bien, donc on a plein de petites choses. Les galatées viennent s'installer dans les cages, mais bon, ceux-là, ils ne font pas de mal à personne, donc on les laisse. Par contre, on trouve des tourteaux, et là c'est quand même gênant parce que c'est un prédateur. Donc là, par contre, on ne les admet pas dans les cages. À l'extérieur, ça va, mais pas dedans. Les autres crabes sont pas des mangeurs d'ormeaux, donc on les tolère à l'extérieur des cages, pas trop à l'intérieur, parce qu'on est toujours un peu méfiant. Mais voilà, après il y a des tas d'animaux qui viennent vivre autour de l'élevage. C'est un peu pareil avec les élevages d'huîtres, hein. Les tables à huîtres vont servir de
de récifs artificiels. On sait qu'il y a beaucoup de bars qui viennent vivre ou chasser sous les tables à huîtres. Tout ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Voilà, alors les techniques d'élevage que je vous ai présentées, enfin ces cages que je vous ai présentées, en fait c'est le fruit d'un travail de longue haleine. On n'a pas trouvé du premier coup et du coup dans nos recherches on a quand même sur 8 années de travail on a fait des choses. On a essayé de trouver des cages avec des assez petites cages. On a recyclé les cages d'abattoir, par exemple, transporter le poulet d'un endroit à l'autre. On les a récupérés, on les a transformés en cages à hormones. On a essayé de voir si ça marchait. Bon, il s'avère que ça marchait très bien, sauf que la cage était trop petite pour pouvoir mettre suffisamment d'algues pour nourrir les hormones. Donc c'est des choix qui nous ont orientés vers des cages beaucoup plus grandes. Et voilà, on essaie de développer des techniques autour de l'élevage. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en arrivant en France, je savais assurer la reproduction des ormeaux, je savais produire du naissin, mais personne n'avait jamais vraiment eu du naissin en grande quantité entre les mains. Et donc, de passer à la phase d'après, qui était l'élevage en grande quantité, on s'est frotté à pas mal de problèmes qui n'ont pas été simples à résoudre. Et du coup, voilà, on arrive sur des choses différentes encore. On ne sait pas trop, on n'est pas encore bien sûr, mais au final, on essaie de trouver la cage qui est la mieux adaptée à l'ormeau et puis aux techniques d'élevage que nous, on souhaite utiliser. Alors, en même temps, j'en profite pour présenter l'équipe. À bord du bateau, pour nourrir les ormeaux, j'ai donc mon responsable de production qui est Xavier, qui est là. Lui a un master en aquaculture. Et Yann, lui, c'est un ancien pêcheur écossais qui est arrivé en France et qui a débarqué en France et qui est resté suite à notre rencontre. Et on est tous passionnés par ce qu'on fait. Donc c'est l'élevage d'ormeaux. Il a 2 exemples d'algues, l'algue rouge, Palmaria palmata, et puis ici vous avez du wakame qui va pousser aussi sur nos concessions. Alors, on en arrive à d'autres questions. Une fois qu'on les a élevés, et en fait peut-être la plus grosse difficulté pour un scientifique comme moi, un biologiste en tout cas comme moi, c'était de valoriser ma production et d'en vivre. Alors pour valoriser ma production, j'ai développé différentes... comment on va dire, on a essayé de développer un marché pour ces ormeaux et on a essayé de comprendre comment on pouvait le mieux valoriser notre travail. Alors on a trouvé qu'en fait l'ormeau d'élevage avait des qualités que l'ormeau sauvage, l'ormeau de pêche n'avait pas, et pour cause, souvent les ormeaux de pêche c'est des animaux qui sont assez gros, qui vont avoir plus de 9 cm, mais ils vont aussi avoir un certain âge. Je dis un certain âge parce qu'on ne sait pas l'âge qu'ils vont avoir quand ils sont sortis du milieu naturel. Et du coup, si je compare un ormeau d'élevage à un ormeau de pêche, c'est un petit peu comme comparer le mouton et l'agneau. Vous avez d'un côté quelque chose qui va être très coriace, qu'il va falloir pas mal travailler avant ou alors il y a des techniques de préparation en cuisine pour ça, mais du coup l'ormeau d'élevage va être plus petit, plus tendre, plus facile à préparer, et puis surtout pour les applications qu'on lui réserve aujourd'hui, il va être calibré toujours très régulier. Donc on va répondre aux besoins, par exemple, des restaurants gastronomiques. Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche, j'espère. Alors j'ai la chance depuis maintenant, je dirais 7 ans, de travailler avec les plus grandes tables de France. Et puis Erwan, c'est pareil, il a un sacré panel de restaurateurs dans son carnet d'adresses. Et moi je suis assez fier de ce que font mes clients. Voilà une assiette au Georges V à Paris. Alors j'ai jamais goûté.
Et puis je le ferai jamais parce que en même temps, c'est pas dans mes moyens. Alors même ça sera pas présenté pareil. Mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bon. Non, alors plus local et plus raisonnable, là vous avez un travail de... j'ai un trou maintenant. La chef de l'Orient. Nathalie Beauvais. Voilà, Nathalie Beauvais. Vous avez... alors, c'est le travail qu'elle avait fait pour une recette qui était parue dans un agenda enfin, tournée gastronomie. Et puis, par exemple, ici, c'est l'Armène à Brest qui fait un... Alors, lui est un homme de la terre, donc il y a de l'andouille, et il fait un lien entre la terre et la mer. Bon, c'est très à la mode. Bon, Et puis après, il y a des chefs-d'œuvre. Hein, je vois, j'ai récupéré ça d'un 3 étoiles suisse. C'est magnifique hein, quand on voit ça. Et là, c'est Bruxelles. Là. C'est un chef belge qui fait ça. Et puis j'ai pas pu résister. Là, on vient de finir un tournage avec une équipe de journalistes allemands qui sont déplacés dans le Finistère Nord. Et puis on était à la butte à côté de chez nous. Et c'était très, très rigolo parce que les Allemands ne sont pas du tout coquillages. Donc ils voulaient pas goûter. Alors, je vais essayer de synthétiser ce que j'ai dit. Alors, je n'ai pas du tout surveillé, alors je ne sais pas du tout où j'en suis. Oui, ça va. Puis je voudrais laisser un peu de temps pour les autres. Hein. Je voudrais un petit peu expliquer l'importance de l'élevage de l'ormeau à mes yeux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas évoqués parce que je n'ai pas eu le temps et puis parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une présentation comme ça. On fait beaucoup de recherches avec des institutions de recherche de toute la Bretagne et ça n'arrête pas et la dynamique est très très forte, donc je suis très optimiste en tout cas. On a depuis 9 ans développé une activité économique respectueuse de l'environnement. Élever du coquillage, c'est assez génial parce que on transforme de la matière, enfin de la production primaire, qui sont les algues, en protéines nobles. Alors les algues aujourd'hui, vous en avez dans votre alimentation, mais sous des formes industrielles, transformées par l'industrie agroalimentaire. Mais il n'y a personne qui mange, enfin ou très peu de personnes qui mangent des algues directement sorties de l'eau. Et nous, on a une activité qui est assez sympa. Alors le problème, c'est que cette activité demande énormément de main-d'œuvre. Pour faire une tonne d'ormeaux, aujourd'hui, j'en suis à peine à 2 tonnes par employé. C'est quand même pas, c'est pas très performant comme industrie. Il faut qu'on progresse pour pouvoir être rentable et puis pour pouvoir tenir dans la durée. Il faut voir que tous les emplois qu'on crée de manière indirecte sont aussi très importants. Mais ce que je vois surtout, pour moi, c'est que l'ormeau, c'est un produit d'excellence, c'est excellent, c'est rare, c'est emblématique, on ne le trouve qu'en Bretagne finalement. Et pour moi, il y a quelque chose il y a une fierté. Voilà, on a un produit noble qui est issu du terroir et puis qui porte vers l'extérieur. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ma petite télé allemande, mais faut regarder l'ensemble des articles qui sortent sur nous. Et voilà. Donc pour moi, ce que je fais, j'en suis fier, je le dis, et j'aimerais avoir votre soutien, mais je pense que je l'aurai après la dégustation. Mais voilà, c'est des petites idées que je souhaitais partager avec vous. En général, des emplois, c'est important. Si c'est durable, c'est encore mieux. Donc, faut qu'on avance et qu'on essaie de faire grandir notre industrie. Du rater une marche parce que c'est qu'une
UTH, c'est je sais même plus, c'est quoi? Unité de travail. Ouais, il y a unité de. C'est un plein temps. UTH, c'est un plein temps. Un UTH, c'est un plein temps. C'est un annuel. réflexe et je sais même plus ce que ça veut dire. C'est une mesure Ouais, c'est un plein temps. technique économique. Un UTH. Unité. Il y a quelqu'un qui connaît la réponse précise, non? Ah bon. On parle beaucoup UTH. Voilà. Et puis je vous remercie. Ça, c'est un Normo qui est sorti. Je reviens en arrière, encore à nouveau, si je peux. Non, le diaporama est fini, donc il faut que je clique pour pouvoir. Et je vais vous remettre ma dernière diapo parce qu'elle est quand même elle est sympathique. Voilà. Alors, tous les ormeaux sont comme ça, hein, ce que je vous disais. Il y a des palpes, il y a des tentacules un petit peu partout. C'est un animal qui est fait pour. Mais bon, il a une sacrée bouille quand même. Hein. C'est un acteur. Celui-là. Mais le truc, c'est qu'ils sont tous comme ça. Mais ils ont tous leur personnalité en plus. Hein, ils ont pas tous le même regard. Ils ont pas tous la même couleur. C'est des choses qui sont importantes. Je parle de personnalité, mais en fait, c'est des choses qu'on discute parce que ma femme fait du comportement animal. Et en tant que comportementaliste, on découvre en observant les ormeaux qu'effectivement, ils ont des comportements bien particuliers. Ils vont rentrer il y a des comportements sociaux entre les ormeaux. Il y a des dominants, des dominés. Et non, mais c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Hein. Et ils sont capables d'apprendre des choses. Donc voilà. Alors je ne leur ai pas appris à taper, mais il y a des choses qu'ils font qui sont assez étonnantes. Donc voilà. Alors je sais pas, je vous laisse compléter. Je suis allé un petit peu dans tous les sens, mais. C'est vrai qu'après Sylvain, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, moi aussi, si. Donc, vous l'avez bien compris, en fait, il faut être quand même passionné pour faire ce type d'élevage. Oui, il faut être assez passionné donc, pour faire ce type d'élevage, ce que je disais. Donc moi, pour ma part, comme Sylvain, j'ai eu un déclic. Hein, j'ai fait des stages en Irlande. J'ai été responsable d'une écloserie d'ormeaux et puis j'ai eu un bon mentor qui m'a montré l'ormeau. Et puis depuis, comme c'est un animal... Je n'ai pas parlé de ton mentor d'ailleurs. Qui est Jean Le Dorven, qui est toujours mon mentor, mais qui est un gars comme Pierre Molot, hein, qui est des gens passionnés. Quoi. Et c'est un animal qui est... depuis, il ne me quitte plus. L'ormeau, c'est collé à la peau. Et c'est un animal qui est vraiment chouette. Quoi. Donc on apprend tous les jours. Donc pour ma partie, avec mon responsable de production qui est là, nous on l'élève à terre, pas en mer comme Sylvain. Donc nous on ne fait pas l'écloserie, donc on achète du naissin ou du demi-gros à Sylvain. Et après on les fait pousser. Donc on les met en bassin, on les élève dans le noir. Donc comme Sylvain, on essaye d'optimiser toutes les techniques d'élevage, c'est-à-dire maîtriser les températures, des pH, luminosité. Donc il y a tout un calcul à faire. Donc et on a un cycle d'élevage de 2 à 3 ans à terre. Donc on va leur ramasser des algues ou on donne de l'algue lyophilisée, une sorte d'aliment d'algues qu'on leur donne pendant les 2-3 ans. La température nous d'élevage est de 15 degrés à l'année. Et donc on les achète à 1, 2, 3 cm. Ça dépend des lots, en fonction des productions. Comme c'est quand même une aquaculture un peu jeune, donc c'est pas évident d'avoir tous les types d'élevage, tous les tailles, je veux dire. Et donc nous, on filtre l'eau entièrement et on a tout basé sur des systèmes d'écumeurs, des traitements UV. Donc il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'antibiotiques. Donc comme Sylvain, c'est un animal qui est vraiment noble, qui est extraordinaire, qui a des comportements. Donc on peut pas se permettre de lui faire de traitement chimique. Donc on essaye comme Sylvain de ne pas polluer, d'avoir aucun rejet, minimum possible, et de respecter l'environnement. Pour moi, comme pour Sylvain, je pense que l'élevage d'ormeaux permet de préserver la ressource, parce que ce qu'il n'a pas dit, ce que nous on produit et ce que l'on vend, c'est ce qui n'est pas braconné ou pêché. Ça a un coût certes, mais ça permet de protéger le milieu. Donc c'est quand même essentiel.
Je trouve ça important. Et donc, ce qui est vraiment passionnant dans ce métier, c'est que tous les trimestres, nous, on met en place des nouvelles techniques, on découvre des choses tout le temps. Et c'est que, d'ailleurs à plusieurs, hein, si Sylvain n'était pas là, on aurait peut-être abandonné aussi. On soutient mutuellement, pareil pour Morgane, quoi, je veux dire, avec toutes les idées des uns et des autres, ça permet d'avancer. Donc c'est vrai que c'est technologiquement compliqué, biologiquement compliqué, économiquement très compliqué, mais ça marche. Tu fais bien d'ajouter économiquement très compliqué. Oui, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un produit, les marges sont quand même relativement faibles, malgré tout. Vu les mortalités conséquentes, il est quand même fragile, hémophile, donc économique. Mais bon, c'est équilibré, hein, nos sociétés sont équilibrées, ça marche, hein, on se bat tous les jours pour ça, mais c'est pas évident. Ouais, voilà. Oh, bah, il y a des gains à faire, voilà, il y a des de productivité à faire ouais. qui sont importants. Ouais. C'est vrai qu'on est parti, l'aquaculture de l'ormeau, Sylvain l'a très bien dit au début, c'est vrai que sur la planète, c'est fait depuis au moins 20 ans, 30 ans. Toi en Nouvelle-Zélande, partout, chez nous, pas des masses. Mais ouais, mais même à l'étranger, c'est seulement depuis une dizaine d'années en fait que ça décolle. Ça décolle, ouais. Il y a des paramètres vitaux à maîtriser que maintenant on arrive à maîtriser, quoi. Donc il n'y a plus qu'à améliorer, quoi. Et c'est la parole à Morgane. Dans l'amélioration, peut-être vous accompagner là-dedans. Donc moi, je travaille pour un établissement public qui s'appelle Agrocampus, qui est situé à plusieurs endroits en Bretagne et puis à Angers. Moi, je travaille dans un établissement qui est un site d'Agrocampus qui est à Fouesnant, en face de Concarneau. Et nous, en fait, on se situe dans l'appui technique des entreprises aquacoles aujourd'hui ou de la recherche. Donc, je gère une petite exploitation marine qui va permettre, donc dans le cadre d'un projet financé par la région, en 2011, par exemple, on a accompagné ces deux entreprises pour essayer d'améliorer leur technique d'élevage. Donc, on a travaillé sur l'ormeau. Là, ce que moi j'ai essentiellement fait dans ce projet-là, l'expérimentation la plus intéressante, on va dire, pour les producteurs, c'était sur le transport, parce qu'il faut transporter le naissin d'un site d'élevage à l'autre. Sylvain va les faire pré-grossir, mais il faut essayer de les emmener, comme il a dit, jusqu'à l'Espagne, par exemple. Donc on a essayé plusieurs conditions de transport, et puis au fur et à mesure des durées de transport aussi. Donc on sait concrètement qu'il ne faut pas transporter des ormeaux à sec pendant 24 heures, parce que là c'est la mortalité directe. Ils sont vraiment très très fragiles. Et puis j'ai travaillé un petit peu sur l'alimentation aussi, hein, aliments algues sèches et puis algues fraîches. Et puis sur comment endormir les ormeaux, si je peux me permettre d'en parler un petit peu. Bien sûr. Donc j'ai essayé de les hypnotiser pendant quelques secondes. Méfiez-vous, c'est une spécialiste de l'hypnose. L'ormeau est hémophile, donc il faut à un moment réussir à l'endormir pour pouvoir le trier, pour pouvoir l'observer, pour pouvoir le changer d'un endroit à un autre dans l'élevage à terre. Donc à ce moment-là, moi j'ai essayé plusieurs éléments, plusieurs produits en fait qu'on utilise en élevage, comme du clou de girofle par exemple. Voilà, donc des choses qui marchent bien, mais qu'il faut essayer de réguler au niveau économique, parce qu'une entreprise peut suivre ou pas, quoi. Nous, on propose des choses, et puis ensuite, essayer de le passer du pilote à l'échelle industrielle, c'est aussi du temps et des années, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'espère qu'on va réussir à continuer à travailler sur l'ormeau encore. Dernièrement, c'est une petite séance d'information pour des ostréiculteurs déjà installés. J'étais assez contente parce qu'il y avait que des jeunes. Donc ça c'était assez intéressant. Du coup, on a pu discuter avec des ostréiculteurs ou des conchiliculteurs sur l'élevage d'ormeaux. Est-ce qu'ils pourraient un jour faire de la co-culture, huîtres par exemple et ormeaux, donc les atouts, les contraintes. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi lors de réunions dans les comités régionaux conchilicoles. Donc voilà à peu près ce que je fais autour de l'ormeau. C'est pas mal. Merci.
merci. Donc, à vous la parole, si vous avez des questions. Merci de Qu'est-ce que vous faites des coquilles quand l'ormeau meurt? Qu'est-ce qu'on fait des coquilles? Ça, c'est une bonne question. On fait plein de choses. On fait plein de choses. Mais je les ai pris, mais ils sont dans la voiture. Non, on n'a pas pris les coquilles. Alors, on fait plein de choses. On va valoriser. Alors, la coquille d'ormeau, j'irai chercher pour vous montrer parce que la coquille d'ormeau est faite de nacre. Et la nacre, bon, c'est utilisé pour la bijouterie, c'est utilisé pour l'habillement, hein, les boutons, c'est très connu. Mais aujourd'hui, on réfléchit également à des applications autres, du style pharmaceutique ou cosmétique, dans le sens où, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la nacre, on fait des prothèses aussi avec, et c'est des choses qui, une fois implantées dans le corps d'un homme, se résorbent très bien. Donc, en fait, on utilise souvent les coraux, on utilise des éléments en nacre. Bon, le truc, c'est que avant toute application pharmaceutique ou médicale, il y a énormément de science à faire et de prévention à faire. Et on en est au tout début. Ça fait partie des travaux qu'on essaie d'explorer avec le Muséum d'histoire naturelle. Que signifient les trous dans la coquille? Ah, mais j'en ai pas parlé. Tiens, c'est une bonne question. Tu veux répondre ou... Je te laisse faire. Tu me laisses faire. Alors, les trous dans la coquille, alors, ils ont plusieurs fonctions. Alors, on les appelle les pores respiratoires. Alors, les pores respiratoires parce que en dessous de ces trous dans la coquille se trouvent les branchies de l'ormeau. Et les ormeaux vont utiliser ces trous pour faire une circulation d'eau et oxygéner leurs branchies. Donc ça leur permet d'avoir un circuit d'eau intégré. Mais il faut savoir aussi que ces pores sont également localisés à proximité de l'anus et également de l'orifice reproducteur. Donc les gamètes, par exemple, vont être éjectées par les trous dans la coquille. Est-ce que vous avez une idée de la tonne d'algues par tonne d'ormeaux et du potentiel, je dirais, maximum tolérable par le milieu en termes de volume d'algues? Parce que j'imagine que c'est... Ouais. Alors vous avez raison de poser la question, parce que je le sais, pour collecter les algues, il faut beaucoup d'algues pour faire une tonne d'ormeaux. En gros, pour faire 1 kg d'ormeaux, on va avoir besoin de 15 à 20 kg d'algues. Bon. Alors bon, nous là en ce moment sur notre élevage, on récolte, on doit être autour de 150 tonnes cette année. Voilà, 150 tonnes d'algues. Alors je vous ai parlé des algues rouges. On récolte également des laminaires. Alors il faut savoir qu'en termes de récolte d'algues, le Nord Finistère est quand même bien loti. Et on a une récolte d'algues annuelle autour de 50 à 60 000 tonnes sur les laminaires, hein, rien que les laminaires. Donc on a un peu de marge. Et je ne pense pas que la ressource en algues soit menacée par l'élevage des ormeaux. Il y a bien d'autres menaces avant ça. Parce que comme l'a dit Sylvain au départ, c'est vrai que l'algue, elle pousse vraiment beaucoup, et une bonne maîtrise, une bonne cueillette bien faite, ça repousse, c'est comme les cheveux. Hein, quand on maîtrise bien, ça repousse très bien. Il n'y a pas de danger pour le milieu naturel. Si. Ça, c'est un bon gisement. Alors, ils mangent les algues vertes. Il faut faire attention parce que les algues vertes, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Et c'est le gros problème de l'industrie qui souhaite exploiter ces gisements d'algues vertes, parce que c'est une biomasse organique énorme. On pourrait faire plein de choses avec. Mais le gros problème, c'est que le plus souvent, c'est des algues qui sont déjà en décomposition, qui arrivent sur les plages, et c'est un peu problématique. Donc pour les ormeaux, on les utilise, mais on ne les aime pas beaucoup, nous éleveurs, parce qu'en général, ça colmate les cages. Hein, c'est un film, et c'est très fin, et dès qu'il y a un peu de courant, voilà, paf, ça colmate les cages, et puis c'est pas terrible. Alors en bassin, c'est pas mal, mais je pense que c'est
pas l'idéal. C'est pas l'idéal non plus, ça se décompose vite Voilà, d'ailleurs. c'est ça, Plus ouais. c'est fin, plus ça se décompose vite. Donc ça crée une anoxie dans le fond des bassins et ça tue une partie du monde. Ouais. Oui aussi, C'est pareil. nous on a un paquet de pompes, le matériel, oui, ça, les paniers, il faut les nettoyer tout le temps. Les filtres. Vous avez parlé d'un taux de mortalité du naissant en élevage à 95% à peu près. Ouais. Est-ce qu'on a une idée du taux de mortalité en milieu naturel? Ou en d'autres termes, est-ce qu'il y a une marge de progrès possible à ce niveau-là pour vous? Alors, dans le milieu naturel, il y a beaucoup de scientifiques qui ont essayé de faire des travaux là-dessus. Alors, pas en France, parce qu'en France, les scientifiques ne travaillent pas sur les ormeaux très peu. Ou en tout cas pas dans le milieu naturel. Aujourd'hui, on commence un petit peu à travailler avec le parc marin d'Iroise. Là, on commence à avoir des questions mais bon, on est encore loin de pouvoir répondre à ces questions-là. Mes collègues scientifiques australiens avaient essayé d'estimer ce type de mortalité dans le milieu naturel. Ils avaient utilisé des techniques assez originales. Je me souviens, ils faisaient pondre les ormeaux en captivité, ils récupéraient les gamètes. Et puis, à différentes phases de développement, ils allaient asperger les substrats dans le milieu naturel pour voir un petit peu si on avait des recrutements accélérés ou améliorés. Et il s'avère que les taux de mortalité sont énormes dans le milieu naturel, mais en fait, le problème du milieu naturel, c'est que c'est imprévisible. Nous, à la limite, on contrôle. À la limite, en fait, chaque année, il y a 4 ans, pour faire la même quantité de naissins, il me fallait 100 millions d'ovocytes. Aujourd'hui, je n'ai pas produit plus de 50 millions cette année pour produire correctement mon essaim. On s'améliore et on a des marges de progression qui sont énormes. Ce qui serait intéressant, et c'est pour ça que aussi, quand Erwan parlait de préserver la ressource naturelle, ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on maîtrise la production d'ormeaux en captivité, c'est qu'on pourrait envisager des programmes de restockage finalement du milieu naturel. Alors, à prendre avec énormément de précautions. Moi, c'était ce que j'avais fait en Australie avec des pêcheurs. Le problème de ça, c'est qu'on a des questions à se poser. Il y a des problèmes de pathologie. Les pathologies, est-ce qu'en prenant des animaux en élevage, en captivité, et on les transfère dans le milieu naturel, est-ce qu'on ne transfère pas également des pathogènes? Parce qu'on va forcément transférer des animaux d'une zone à une autre. Donc ça, c'est des questions importantes. On travaille énormément sur les pathologies avec un labo du CNRS, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je n'ai pas assez d'informations pour le faire sereinement. Il y a les problèmes de génétique. On apporte une génétique différente. Et puis après, il y a un problème purement administratif et économique. C'est-à-dire, où est-ce qu'on le fait? Ça, c'est l'administration qui pourra nous le dire. Et puis, qui paye pour ça? Et là, ça se complique. Et là, non, mais par contre, on commence, voilà, mon activité, elle va avoir 10 ans l'année prochaine. Je commence à avoir des démarches de pêcheurs professionnels d'ormeaux qui viennent me voir pour discuter d'un éventuel relâché d'ormeaux dans leur zone de pêche. Parce qu'ils savent très bien les zones de pêche qui ont été très, très bonnes par le passé, qui ont été trop pêchées. Ils savent très bien qu'on pourrait réimplanter ces animaux-là. Seulement moi je leur dis, moi je veux bien vous aider, mais il y a ces problèmes-là à régler avant et on en discute. Donc c'est positif. Je pense ce problème, il se pose peut-être déjà dans vos cases. Quand ils sont en pleine mer, ils peuvent se reproduire. Oui. Donc vous participez quelque part à la dissémination de certains... Alors, de certaines génétiques. Alors c'est pour ça que la génétique, je ne fais pas encore de sélection particulière, je réfléchis à ma sélection et en fait je prélève des géniteurs uniquement dans le Finistère Nord et puis dans la zone à proximité de l'élevage. Donc j'essaie de réfléchir à mon activité. Je ne dis pas qu'elle est parfaite parce que c'est impossible, il y a toujours des choses qu'on pourrait faire mieux. Maintenant, le fait que mon élevage soit en milieu naturel, en milieu ouvert, c'est comme tous les autres ostréiculteurs, les autres pisciculteurs, c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchisse et voilà, il faut prendre des précautions à chaque fois qu'on fait quelque chose. Est-ce qu'autour de votre élevage, il y a plus d'ormeaux sauvages? Alors,
c'est difficile à dire parce que c'est très compliqué de le savoir. Moi, je peux vous dire que je pense que oui. Parce que je sais que les copains plongeurs en voient pas mal. Mais il faut savoir aussi qu'on est dans une zone de pêche assez intensive. Le Nord Finistère, c'est un sport national, hein, la pêche à l'ormeau. Donc il faut voir à marée, enfin, grande marée, il y a du monde sur les strands. Et du coup, d'évaluer un impact comme ça, c'est quasiment impossible. En fait. C'est très compliqué. Vous dites qu'il est hémophile, donc il a du sang. Enfin, alors il y a du sang, bien sûr. Ouais. mais identique, enfin comme le nôtre. Alors non, c'est ce qu'on appelle l'hémolymphe. Et les pigments sont pas, c'est pas c'est pas un pigment rouge, c'est un pigment bleu. C'est de l'hémocyanine, c'est à base de cuivre. Hein, le transporteur, le métal qui est utilisé pour transporter l'oxygène, c'est à base de cuivre en fait. C'est un sang royal. Oui, ce qui me gêne un peu dans la notion d'élevage d'ormeaux, c'est que vous proposez finalement des petits animaux qui font 3-4 cm. Ces animaux, on les retrouve aussi dans les restaurants. Et quand on descend sur les rochers les jours de grande marée, on voit les gens qui pêchent des petits ormeaux de 3 ou 4 cm parce que c'est meilleur. Et puis, c'est très difficile de leur expliquer qu'il faut oui, non, mais je m'excuse. Si. Non, mais je comprends que ça surtout soit... qu'ici, ils ne sont pas très gros. Et puis non, mais je sais bien. Je sais bien, ouais. Des tonnes et des tonnes. Non, mais je sais bien. Qu'est-ce que je peux... En fait, me défendre là-dessus, bon, voilà, c'est impossible pour nous de faire de l'ormeau de 9 cm. Puis de toute façon, je pense que économiquement, ça serait un piège, et puis gustativement aussi, mais pour aller plus loin encore, pour le braconnage, ça serait encore pire aussi, parce que c'est encore une porte ouverte pour ça. En fait, nos ormeaux d'élevage sont marqués dans la coquille. C'est-à-dire qu'on peut identifier un ormeau d'élevage d'un ormeau sauvage. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai cette photo. Attendez, je vous montre. Parce que, en fait, mes techniques d'écloserie... En fait, ce qui se passe, c'est que l'ormeau, la coquille de l'ormeau enregistre l'alimentation, en fait... Alors, attendez. Il y a une puce. Il y a une puce. Elle n'est pas électronique. Alors, attendez. De plus, quand même, par rapport à la pêche, si vous voulez, vous comme nous, si on va à marée basse, à part les grands braconniers, je veux dire, pour en ramasser beaucoup des ormeaux, il faut quand même y aller, quoi. Ouais. Et les petits, bon, que soit la taille, on est quand même habitué, plusieurs générations de nos jours, quand on achète du petit bar, c'est de l'élevage. Aussi, on achète un poulet, c'est pas une grosse dinde, donc ça rentre aussi dans les mœurs. Donc après, on sait que le petit, c'est interdit, mais il n'y a pas grand monde à ramasser quand même, à part les braconniers qui en font un métier. On peut aller demain à marée basse, vous n'allez pas en ramasser, même des petits, des masses. Il faut connaître quand même le biotope. Dans le Finistère Nord, la répression est devenue très très forte. Ici aussi. Hein. Je sais pas, je parle pour le Finistère Nord. C'est 1500 € d'amende par coquillage en dessous de la côte. Voilà. Ça va vous faire drôle si vous en ramassez quelques-uns, je pense. Ouais. Oui, c'est très fort. Et ils peuvent confisquer votre voiture, ils peuvent confisquer... Enfin, je veux dire, c'est porte ouverte. Le bateau, alors, ce que je sais, c'est qu'ils sont tolérants la première fois qu'ils vous attrapent. Par contre, c'est sans pitié la deuxième fois. Et ça, c'est le principe. J'ai beaucoup discuté avec le directeur du parc marin, parce que eux, dans le parc marin, ils ont des ressources humaines supplémentaires par rapport aux autres zones. Et donc, quand ils prennent des gens à braconner ou à faire des choses qui ne sont pas légales, ils mettent un sacré avertissement la première fois, mais il ne faut pas que ça se reproduise parce que sinon ils font mal. Alors pour expliquer la puce, ce qui se passe, c'est que je vous expliquais au démarrage, dans la nurserie, on leur donne des algues vertes de culture, et en fait le démarrage de la coquille est plus clair, et on a une tache en fait plus claire qui nous permet, moi les ormeaux que j'ai vendus à Erwan, je les reconnais, je sais d'où ils viennent. Mais voilà, c'est pas fait exprès, mais ça nous permet quand même de suivre ce qu'on fait. Puis c'est vrai que suivant l'alimentation qu'on lui donne, que ce soit nous
lyophilisée ou de l'algue rouge-verte, il prend la couleur. Ouais, Donc il s'identifie à ce qu'on lui donne. Hein. On peut pas le tromper. Quand on les nourrit de laminaire, ils vont avoir une coquille verte. Ouais. Et bon, comme nous, on alterne les algues en fonction des saisons, on a des ormozébrés. Et bon, non mais c'est vrai, il n'est pas pareil que ouais, sauvage. Ça fait... c'est assez intéressant. Mais enfin bon, ça c'est des choses... on essaie de trouver des explications pour tout au niveau scientifique, mais on n'a pas encore trouvé cette explication-là, par exemple. L'âge de l'ormeau, c'est en fonction des stries, des ronds, là ou... Alors ça serait simple. Si c'était ça, ça serait facile, mais en fait ça ne fonctionne pas. Vous avez... Alors il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui comptent les trous. Il y a ceux qui comptent les stries. Et en fait, ça ne marche pas ni l'un ni l'autre parce qu'on a les coquillages, enfin ces coquillages-là, mais comme tous les coquillages, ont une croissance très très variable. Et là, par exemple, la cage que j'ai triée aujourd'hui, elle a donc des animaux qui ont 3 ans et 1 mois. J'ai des animaux qui vont faire 60 grammes et des animaux qui font 10 grammes. Hein, c'est des frères et sœurs qui sont nés en même temps. Donc, c'est la nature qui fait ça. Après, j'expliquais aussi, il y a les dominants des dominés, donc forcément il y a ceux qui vont en profiter plus que d'autres. Et en élevage, on essaie de trouver des solutions pour réduire cet écart. Parce que c'est pas pratique. Quand vous avez des animaux de 10 grammes et de 80 grammes, bon, à commercialiser, ça ne fonctionne pas très bien. Alors justement, comment c'est vendu? Enfin, moi je sais pas, c'est à la pièce, c'est au poids, et combien ça coûte à peu près chez le poissonnier? Alors c'est ça le truc. Alors toi, je sais pas si tu en as chez des poissonniers. Non. Je sais pas où, mais... Ben moi, j'en vends plus, j'en vends pas ou peu chez les poissonniers. Parce que ça fait enfin, j'ai mon marché, pour moi en tant qu'éleveur, il est important qu'il soit régulier. Et la régularité, moi je l'ai trouvée chez les restaurateurs. Alors aujourd'hui, je ne vous cache pas, je travaille principalement avec les palaces, les grandes maisons, parce que mon produit, avec tout l'effort que j'y mets, je ne peux pas le vendre en dessous de 60 €. Donc 60 € le kilo, hein, j'entends. L'ormeau de pêche, vous allez le trouver aux alentours de 40 € le kilo. Chez les poissonniers, peut-être ici, plutôt dans plutôt dans le nord. Dans le nord Bretagne, vous allez le trouver autour de 40 € le kilo. À Paris, l'ormeau de pêche, il est à 60 € le kilo. Voilà, il y a tout un... Mais le poisson, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours plein d'intervenants, plein d'intermédiaires. C'est toujours très, très compliqué. Moi, mes ormeaux, quand je les vends, quand ils partent en Suisse, j'ai 1 ou 2 intermédiaires qui vont prendre une marge dessus. Le restaurant en Suisse, il doit les payer plus de 100 € le kilo. Mais bon, en fait, la difficulté que moi j'ai eue quand je suis arrivé avec mes ormeaux sur le marché, c'était de fixer un prix. C'est-à-dire, voilà, à quel prix je fixe la valeur de mon travail et à quel prix je m'en sors. C'était des choses comme ça. Et c'était très très compliqué. J'ai beaucoup galéré. J'ai démarré à 120 € le kilo. Et aujourd'hui, on a stabilisé les choses autour de 60. Et la difficulté, donc pour nous, c'est quand même de les vendre en circuit court. C'est-à-dire pas avoir le moins d'intermédiaires possible. Et donc, que ce soit professionnel ou particulier, par vente en ligne ou par... Voilà, donc le but, c'est de vendre en court. Donc ça permet d'être pas trop cher. Parce que c'est comme Sylvain, nous on a des clients, donc des courtiers achètent, ça arrive à Paris, au Palace, à 160, 180 le kilo. Quoi. Alors que nous on le vend à 60 au pro. Quoi. Donc, ça monte vite. Donc si on va directement au pro, c'est plus intéressant. Pas forcément, on peut le faire en ragoût. J'ai des recettes avec les viscères, c'est des... Si on prend que le pied, quel est le rendement pied par rapport à la... 40%. Oui, 40%. Et c'est pour ça aussi, il y a quand même un avantage par rapport au sauvage. Le ratio n'est pas le même. Parce que souvent, c'est vrai que le sauvage, vous allez le trouver moins cher. Donc vous allez vous dire, l'éleveur, il déconne un peu. Si on met, mis à part la taille, non, le ratio chez le sauvage, il est moindre. On est à 35%. Ouais. Donc il y a un gain quand même. Parce qu'au pays de la coquille, comme il est plus vieux,
Il est plus épaisse. Jamais pesé. Oui, Voilà, et ça aussi. des bananes. J'ai cru lire que vous aviez déposé un brevet. Oui, oui, on a déposé un brevet sur une cage. Ah, c'est sur la cage. Ouais, C'est ouais. pas sur. Ah non, non, moi on a travaillé beaucoup sur essayer d'imaginer une cage qui soit à la fois adaptée à leurs mots et adaptée à notre façon de travailler. Donc il fallait que ce soit suffisamment volumineux, pas trop cher voilà, à construire et à entretenir. Et d'un autre côté, faire en sorte qu'il y ait... En fait, le problème des cages qu'on utilisait, c'était le passage d'eau. Ça se colmate très vite. Vous avez vu que ça pousse beaucoup sur... dès qu'on met quelque chose dans le milieu naturel, ça pousse dessus. Et du coup, il a fallu essayer d'imaginer des choses un petit peu nouvelles. Et on a une cage qui fait un petit peu anti-fouling, qui préserve le passage d'eau, etc. Et voilà, on essaie d'avancer sur ces problématiques-là. Vous avez parlé de pathologie. Est-ce que vous utilisez des substances antibiotiques Alors, moi, j'en utilise pas du tout, évidemment, mais ça fait partie aussi de démarche de certification. Mais c'est très compliqué. Alors, pour moi, en pleine mer, c'est impossible à traiter mes animaux. Et en fait, un antibiotique, pour vous donner l'idée, c'est qu'il faut que l'animal l'ingère. Il faut qu'il l'ingère à une certaine dose pour que ce soit efficace. Et le problème, c'est... l'ormeau, c'est pas un animal hyper réactif. Quand on lui met un petit granulé devant le nez avec un médicament dedans, il ne va pas forcément le prendre tout de suite, ça va se dissoudre et puis ça va... Donc c'est très très compliqué de traiter ou de traiter nos élevages. Et c'est un petit peu comme les ostréiculteurs aujourd'hui qui sont victimes de mortalité sur leurs huîtres. On sait qu'il y a des agents pathogènes, mais on ne peut pas traiter les coquillages parce que on n'a pas de moyen d'administration de ces médicaments. Alors moi je ne souhaite pas traiter. Je vous explique simplement que c'est déjà très compliqué en soi. Moi j'exclus tout produit chimique, pharmaceutique de mon élevage. Et c'est une démarche que j'ai souhaité prendre. Alors justement parce que je voyais bien que dans la conchyliculture, on avait plein de problèmes de mortalité. Et moi j'ai vu des élevages industriels en Australie et je voulais vraiment pas reproduire ce modèle-là. Je pense que c'est pas pour nous ici et je pense que c'est des erreurs de vouloir partir dans cette direction-là. Donc les gens qui travaillent avec moi, je fais en sorte dans le même esprit. De toute façon, pour revenir aux pathogènes, si vous voulez, je pense que c'est plutôt en maîtrisant et en connaissant grâce à Morgane ou d'autres les pathogènes. Donc ça nous permet de connaître les paramètres de développement du pathogène et éviter qu'il se développe. C'est-à-dire les températures, les pH, les modes de reproduction. Donc quand on maîtrise ça, il n'y a pas besoin de traiter derrière. Alors pour aller plus loin, on cherche quand même. Alors on a des mortalités estivales, malheureusement sur l'élevage, et on sait que il y a un pathogène, mais on sait aussi que le pathogène ne touche que les animaux plus sensibles que d'autres, parce qu'on observe nos animaux, et on s'est rendu compte que les animaux qui étaient plus sensibles au pathogène, c'était les animaux qui étaient matures, sexuellement matures. En fait, en étudiant tout ça, en approfondissant tout ça, on a découvert qu'à la maturité sexuelle, il y a un déficit immunitaire qui se crée. Et donc, pour essayer de trouver des prophylaxies, des choses qu'on puisse... on va essayer de faire en sorte que nos hormones ne maturent pas, ou moins, pour avoir moins de mortalité. Et là-dessus, on s'est rendu compte qu'en changeant le régime alimentaire, par exemple, cette année, je donne beaucoup plus de laminaires à mes ormeaux, ce qui les rend moins matures en période de reproduction. Et du coup, la mortalité était, cette année en tout cas, était relativement maîtrisée. On a des tissus sexuels dès la première année, mais il n'y a pas de quantité de gamètes au départ. C'est vraiment... c'est seulement à partir de 2 ou 3 ans, 5-6 cm où on a vraiment
enfin, quelque chose qui se développe au niveau sexuel. Quel est le délai limite de conservation entre le départ de chez vous et la consommation? Alors, globalement, c'est 5 jours. 5 jours, mais en respectant les conditions de froid. Que ce soit en vivant ou en éviscéré, parce qu'on on s'est rendu compte que le consommateur ne savait pas forcément ouvrir les ormeaux et s'en occuper, donc on a mis en place ce service-là dans nos 2 élevages d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Et en fait, une fois qu'on les a préservés sous vide et qu'on les maintient au réfrigérateur, c'est 5 jours pour qu'il n'y ait pas trop de... C'est ça, hein Nous, les analyses sont meilleures, mais commercialement, passer les 5 jours, c'est très joli, il n'y a pas de problème. C'est moins bon. C'est 7-8 jours, je crois, en analyse, mais c'est vrai qu'il y a des liquides, c'est un peu moins joyeux. 5 jours, ça change rien. Dans les cages en plastique rouge, là, vous mettez combien d'ormeaux? On met à la récolte, on va récolter sur les cages avec les 4 compartiments. À la récolte, on a 2000 ormeaux, soit environ 70 à 80 kilos à la récolte. Hein. Donc c'est-à-dire qu'au cours de production, on va dédoubler, on va réduire les densités pour arriver à une croissance optimale. Et vous leur donnez souvent à manger? La fréquence des... On les nourrit 1 fois par mois. Au moins, enfin, chaque cage est nourrie au moins 1 fois par mois. Et ça suffit dans le sens où l'algue cueillie, arrachée de son substrat, reste vivante. Hein, elle ne vit pas par sa racine, il n'y a pas de racine sur une algue. Donc en fait, elle reste vivante. Alors les cages, on les a développées justement pour que les algues elles restent dans le meilleur état possible et tout est consommé dans l'algue. Enfin, je veux dire, vous verriez une cage quand les ormeaux ont faim, comme en cette saison-là, au bout d'1 mois en général, elle est nickel, toute propre. Il ne reste plus que les morceaux d'algues qu'ils n'aiment pas. Vous avez dit que vous sensibilisiez les jeunes ostréiculteurs, enfin les ostréiculteurs, mais ils sont jeunes, qui pourraient être intéressés. Mais j'identifie moi 2 barrières à l'entrée. La première, c'est la diffusion commerciale. Est-ce qu'il y a vraiment un marché derrière? Est-ce que vous seriez prêt à donner une licence de vos cages pour augmenter la concurrence? Et la deuxième, c'est le coût d'installation. J'imagine que quand on démarre avec une plate un peu sophistiquée, plus quelques cages, il faut quelques lieux pour s'installer et du capital pour tenir 5 ans, quoi, c'est ça? Ouais, ça doit passer. Ouais. Ça fait quelques millions d'euros à la fin, en bas de la... Non, faut pas... peut-être pas, non. Mais peut-être que Morgane peut en parler, parce qu'elle a eu... Non, tu... Oui, là, on est au début de la communication. On a fait une séance avec des ostréiculteurs. C'est vrai que j'étais assez étonnée de par... l'âge des ostréiculteurs. Maintenant, c'est des entreprises qui étaient présentes qui ont les reins solides. L'intervenant, qui est aussi un éleveur d'ormeaux, Adrien Legris, a été très franc sur les contraintes de l'élevage. Donc, il les a invités à ce que ce soit de l'aquaculture déjà, pour avoir 2 activités dans la même entreprise. Et puis après, c'était pas que sur de l'élevage, c'est aussi pour que les éleveurs se connaissent entre eux selon l'espèce. Enfin voilà, il y a quand même on a un littoral assez convoité par toutes les activités, mais aussi les activités aquacoles. On l'a fait aussi dans ce sens-là, quoi, pour que les gens se connaissent entre eux, qu'ils voient qu'on partage le littoral, quoi. Et la préfecture, du coup, est prête à donner combien de concessions? Parce que c'est des concessions de quoi? De prise d'algues ou c'est des concessions pour... Alors la préfecture, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, tous les obstacles que vous avez cités sont de vrais obstacles et avant d'avoir un problème économique, d'être un problème économique, c'est un problème d'espace. C'est-à-dire que, à la limite, faire ce que Erwan fait à terre, c'est plus simple, administrativement parlant, que moi ce que je fais. Parce que là, moi j'ai fait une demande de concession
il n'y a pas longtemps. Parce que pour le moment, je n'exploite qu'une seule concession, une seule zone. Et à mes yeux, ça fragilise beaucoup mon entreprise. C'est un point faible énorme parce que le jour où j'ai un problème sur cette zone, j'ai pas de repli, j'ai pas d'autre solution. Donc j'ai demandé une concession ailleurs et la concession, la demande, je l'ai formulée en 2007. Voilà. Et on est en 2013 et on repasse en enquête publique la semaine prochaine. Ouais, mais le problème même et c'est pas en voilà. ostréiculture déjà c'est 3-4 ans pour faire une demande. Hein. Ouais. On est quand même dans un pays administratif. Hein. Et il faut 3-4 ans déjà rien que pour une demande conchylicole. Alors pour une demande halieuticole, enfin, actuellement on trouve plus facilement des chantiers ostréicoles que des nouvelles concessions. Il y en a plus à fermer quand même actuellement. Oui, c'est ça, ouais, hein, c'est facile à trouver. Quoi. Oui, puis ils sont tout de suite pris, on va dire, par la plaisance ou pas forcément un ostréiculteur qui reprend derrière. Hein. Mais pour revenir à ce que disait Morgane, pour l'ormeau, une diversification raisonnée sans investir des millions, quelques centaines de kilos pour un ostréiculteur, parce que ça peut être un lien, c'est possible. Pour avoir une petite diversification, proposer d'autres produits, faire un peu de sous-vide, des petites choses qu'on n'a pas dit. Voilà. C'est vrai que nous, on est un peu dingue, parce que c'est des gros montants, c'est de la passion, il faut l'avoir, et puis il y a des connaissances que voilà, il faut quand même maîtriser. Ils ne l'auront pas forcément, c'est par la pratique, quoi. Alors d'après mes... Alors et pour vous répondre aussi à votre question, là par exemple, on est depuis 2 semaines, là, on n'est plus 3 éleveurs d'ormeaux en Bretagne, on est 4. Parce que j'ai un voisin ostréiculteur de la Berbenois qui s'installe. Il a eu des concessions, lui, assez rapidement d'ailleurs, c'est assez bizarre, dans la Berbenois. Et donc c'est un ostréiculteur qui est là depuis longtemps, il fait des moules, il fait des huîtres, il a de la vente directe, donc ça lui permettrait d'étoffer, de rajouter l'ormeau à sa gamme. Donc il démarre. Moi je lui propose mes techniques d'élevage, donc les cages d'élevage, les ormeaux à mettre dedans, et je le forme voilà, à toutes les questions qu'il peut avoir. C'est-à-dire que en fait, je ne cherche pas à rester tout seul avec un monopole parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas ça qui va me permettre de perdurer. Si je suis encore là, c'est grâce à Erwan parce qu'il était là depuis, ça fait 3-4 ans, 5 ans, 6 ans même, qu'on travaille ensemble. Et si je n'ai pas des relations comme ça durables avec des clients, moi, mon entreprise, elle ne pourra jamais fonctionner. Mon écloserie, je l'ai conçue pour produire du naissin pour les autres. Et les études de marché me montraient que les ostréiculteurs étaient prêts à investir. Et puis une fois que j'ai eu le naissin, ils m'ont tous dit oh, mais non, mais on va attendre de voir comment vous faites. Et puis, donc, mais bon, je comprends parce que la prise de risque est très très importante. Pour un jeune s'installer sur un élevage d'ormeaux, ça lui coûterait à peu près le double d'une installation sur un élevage d'huîtres. Voilà. Mais l'avantage d'avoir une entreprise comme France Halieutis ou même comme Erwan, l'avantage pour un jeune aujourd'hui, c'est d'arriver et de pouvoir acheter du naissin déjà pré-grossi, donc de pouvoir le mettre, enfin c'est ce qui arrive là aux ostréiculteurs qui m'ont acheté du naissin, moi je leur ai vendu du naissin pré-grossi qu'ils pourront mettre sur le marché dès l'année prochaine. Donc ils réduisent les cycles de production, les cycles économiques, et du coup ils ont moins de risques. Et donc c'est le moment un petit peu de se lancer parce que les techniques on les maîtrise. Alors on ne peut pas se lancer n'importe où. L'élevage en pleine mer c'est très compliqué. Et il faut également une super maîtrise de la température de l'eau parce que les pathogènes, ils se régalent dès que la température dépasse 17 degrés, c'est un carnage. Donc il faut faire vraiment très attention là où on s'installe et ce qu'on veut faire, etc. Après, le marché final, pour venir à ça, plus on est nombreux sur le littoral, plus on parle de l'ormeau, plus il y a de consommateurs qui viennent. Voilà, parce que c'est vrai que pour rebondir là-dessus, le problème de l'ormeau, c'est comme on n'est pas nombreux et c'est limite anecdotique, on n'en parle pas assez. Bon là, on en parle ce soir. Le but, c'est d'en parler le plus possible. Et donc, les gens ne savent pas où ça se trouve, comment ça s'achète, comment ça se cuisine, qu'est-ce que c'est. Donc, plus on sera nombreux, plus on en verra, plus il y en aura dans les magasins et ailleurs, et mieux ça marchera. Je voulais juste rebondir sur le coût de production. L'année dernière, grâce à l'étude et l'aide de la région, on est sensiblement à quelques euros près dans les mêmes montants
pourtant, en plus, au début, on n'était pas nombreux en élevage. Sylvain en pleine mer et moi à terre, et les deux techniques différentes arrivent presque dans le même coût de production, quoi, à 5-6 euros près. C'est ça qui était marrant. Ça, quand on avait tout mis, les coûts, mais complètement. on arrive pourtant au même coût, quoi, presque. Alors dans le cas d'Enderone, l'investissement en équipement, en logiciel, il est très fort, en surveillance, parce qu'il y a, dans un bassin, ça peut tourner très vite mal. Moi, dans mes cas, je suis tranquille. Oui, c'est emmerde. Le renouvellement d'eau, il est permanent, tout ça. Mais moi, une tempête, et puis je dors mal. Nous, voilà, nous, on travaille tous les jours, quelle que soit la météo, on est tranquille, mais c'est vrai qu'entre les organes d'alarme, les systèmes de secours, c'est comme un avion, tout en double, les moteurs, les machins, les trucs, le traitement de l'eau, les groupes électrogènes, il n'y a pas le droit à l'erreur. Si on maîtrise, pour ça, en pompe à chaleur, régulation des températures, si on maîtrise bien les températures, nous, on évacue le problème par une maîtrise de la température, quoi. Donc c'est vrai que si les pompes à chaleur, tout tombe en panne, en hiver, ça va se refroidir, c'est pas bien grave, mais si ça tombe en panne l'été, on va avoir de gros problèmes. Vous avez semblé fier de votre appartenance bretonne. Pourquoi l'avoir baptisé France Aliotis et pas Braise Aliotis? Ça, c'est une longue histoire. Pourquoi pas Braise? En fait, je souhaitais l'appeler Braise Aliotis. Et en fait, le truc, c'est que les études de marché pour le naissin, parce que moi, à l'origine, je voulais être closer, je voulais faire du naissin et le vendre. Et le truc, c'est que la visibilité au niveau européen, entre Braise et France, c'était mieux France. Et malheureusement, aujourd'hui, ça me retombe dessus, parce que c'est vrai que le naissin, finalement, j'en vends pas des masses, et mon nom me porte, enfin pas préjudice, mais ne va pas vraiment sur le côté terroir. Mais bon, c'est l'étude de marché du départ qui m'a planté. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Aliotis, c'est l'ormeau, c'est le nom de l'ormeau en latin. Abalone. Alors, Abalone, c'est en anglais, mais Aliotis, c'est Alio, c'est la mer, et Otis, c'est l'oreille. Voilà. Donc, vous avez, et ormeau, c'est effectivement c'est l'oreille de mer aussi. Non, c'est pas ça. Si. Le casque. Arma. Un arma. Si vous prenez vous pensez que c'est ça? Je suis pas sûr, parce qu'en anglais, on dit ormeur. Et ormeur, c'est bien, ça vient de Jersey, et c'est du... Le trafic au niveau, au niveau du R et du L. C'est possible. Alors, il y a des mutations qui sont... C'est possible. Vous allez moi, je suis d'originaire de Dinard, Saint-Mineur, Saint-Malo, Cancale et tout ça. Ouais. Hein, quand j'étais gamin, on appelait ça des Olmei. Des Olmei. D'accord. Olmei. C'est pas Olmo. Ormo, c'est venu par là. Olmei, alors C'est des Olmei. Eh bien, ça vient de helmet, de casque. D'accord. Qui a donné armée aussi. Il faut que je... Qui a donné armée. Armée, je creuse. C'est une variation du R. Ouais. Hein, entre le L et le R. Et armée vient de là, avec le casque. D'accord. L'armée, c'est ce qui porte un casque. D'accord. L'oreille de mer, c'est de la foutaise. À partir d'aujourd'hui. Il va falloir il y a longtemps, ça. À moins que vous ayez un secret, parce que il y a des secrets chez nous qu'on divulgue pas, ce qui est tout à fait logique. Qu'est-ce qu'on donne comme microalgue au départ? C'est moi qui vais répondre. Bah oui, tu m'as jamais dit. Alors, non, on travaille. Alors, l'algue verte qu'on utilise, ça fait partie des ulvellales, hein, et c'est une algue qu'on appelle ulvella. Alors si, bien sûr. Mais ça fait partie des algues qu'on cultive. Ah oui, je vous apprends quelque chose. Donc c'est une algue verte en fait, qui est encroûtante. Et on utilise après des diatomées. Des navicules, benthiques, des diatomées benthiques. Donc dans ces familles-là. J'ai pas trouvé beaucoup de gens en France qui maîtrisaient ce type d'activité. Et est-ce qu'il peut y avoir des fécondations interespèces si on faisait venir de l'ormeau, mettons, du Japon, est-ce qu'il peut se croiser avec l'ormeau breton? Alors c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes nombres de chromosomes entre le japonais et le français. Avec Sud-Méditerranée sans doute. C'est le même. C'est la même famille, c'est un sous-branchement. quoi. Même il y a très peu de différences génétiques. Donc c'est une variée ou est-ce que ça peut créer des chimères?
On n'a pas trop de chimères. En Australie, là, ils ont une dizaine d'espèces enfin, ils vont trouver une dizaine d'espèces dans le milieu naturel. Là, il y a des croisements entre certaines espèces et ça fait des hybrides. Après, je ne sais pas si enfin, ils sont féconds ou pas. Après. Ça, c'est pas l'info. Moi, je vais. En dégustant. Exactement. C'est ça que ça m'a fait rire parce que dans le débat pour si les hormones arrivent à pousser à ce moment-là, c'était un bon indicateur du bon fonctionnement de l'environnement. J'espère que le comptage est bon, hein, parce que. Les primaires nous disait que c'était sans doute une hécatombe due à un épisode.